Alors mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un cours très intéressant, mais assez compliqué. Il y a énormément de personnes qui achètent des fruits en Israël et qui doivent procéder à la mitzvah du prélèvement des fruits, du prélèvement des trumot ou maasrot. Et généralement, je vous dis la vérité, les personnes ne comprennent rien à cela. Elles récitent le texte qui est écrit dans le Sidour, et elles ne savent pas exactement c'est quoi Trouma Gdola, Troumat Maaser, Maaser Rishon, qu'est-ce qu'il faut exactement transférer sur la fameuse pièce du Maaser Sheni dont on va parler. Et il y a des personnes quelquefois qui me téléphonent et qui me disent « Rav, expliquez-moi s'il vous plaît comment on procède au prélèvement des Trumot et des Maasrot. » Et je peux vous dire que sur le pied levé, c'est impossible d'expliquer. Pour qu'une personne puisse procéder à ce prélèvement, il faut qu'elle comprenne exactement de quoi il s'agit. Une personne qui pense que c'est juste la récitation d'une prière, qu'il faut juste réciter quelques versets dans le Sidour, cette personne-là ne peut certainement pas procéder au prélèvement des Trumot ou Maasrot. Donc nous allons expliquer, Bezrat Hashem, aujourd'hui et le prochain cours, comment procède-t-on au prélèvement des Trumot ou Maasrot. C'est un petit peu compliqué, il va falloir que vous vous concentriez bien. Je sais que c'est ce que vous allez faire. Et dans ce premier cours, je vais vous expliquer succinctement en quoi ça consiste chacune de ces trumot, chacune de ces dîmes qu'on doit prélever. On va expliquer en 2 mots chacune des maasrot, comment est-ce qu'elles fonctionnent, quels sont les halachot qui la concernent. Comme ça, une fois qu'on aura bien compris qu'est-ce que la trouma gdola, qu'est-ce que maaser rishon, qu'est-ce que troumat maaser, on pourra ensuite, le prochain cours, rentrer vraiment dans la récitation et on pourra déjà comprendre exactement ce qu'on est en train de réciter. Donc aujourd'hui, c'est un cours d'introduction, mais pour pouvoir comprendre le prochain cours, vous êtes obligé d'avoir très bien intégré ce cours-là. Alors écoutez-le doucement, essayez de bien comprendre chaque étape et de cette façon-là, on va pouvoir, Bezrat Hashem, bien comprendre. Alors commençons par le commencement. J'ai face à moi des olives. Je viens de cueillir des olives de mon champ en Israël et toutes les olives sont face à moi. Disons que j'ai 20 kilos d'olives face à moi. Et je vais devoir procéder au prélèvement des Trumot ou Maasrot. Première étape, c'est ce qui s'appelle Trouma Gdola, la grande Trouma. La grande Trouma, en principe, on devrait la donner au Kohen et le Kohen devrait la consommer. Simplement, étant donné qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous impurs, le Kohen est impur et la Trouma aussi, dans beaucoup de cas, est impure. Et donc, le Kohen n'a pas le droit de la consommer. Que fait-on alors avec cette Trouma? Cette Trouma, au jour d'aujourd'hui, la coutume, c'est de la prendre, de la mettre dans un sachet et de la jeter à la poubelle. Pourquoi la mettre dans un sachet? Parce que jeter directement à la poubelle, ce n'est pas très respectueux vis-à-vis de cette Trouma. Donc on la met d'abord dans un sachet bien fermé et ensuite on jette ça à la poubelle. Combien doit-on prélever pour la Trouma Gdola? Il suffit de prélever un tout petit quelque chose. Même si j'ai 20 kilos d'olives, il suffit de prélever une olive, voire même une demi-olive, et ça suffit amplement. Il n'y a aucune quantité, au jour d'aujourd'hui, minimale en ce qui concerne la Trouma Gdola. Donc la Trouma Gdola, on prélève un petit quelque chose, une demi-olive, et puis on appelle ça la Trouma Gdola, et cette Trouma Gdola, on la met à la poubelle dans un sachet. Ensuite, on va devoir procéder au prélèvement de Maaser Rishon, le premier Maaser. Qu'est-ce que le premier Maaser? Une fois que j'ai prélevé cette demi-olive, combien il va me rester? Il va me rester 20 kilos moins une demi-olive. De ces 20 kilos moins une demi-olive, je vais devoir prélever 1/10. Donc 1/10 de toutes les olives que j'ai face à moi. Ce prélèvement-là, il s'appelle Maaser Rishon, le premier Maaser. Ce premier Maaser, en principe, on doit le donner soit au Lévi, telle est la coutume du Shulchan Aruch, les Sfaradim, on doit prendre toutes ces olives-là qu'on a prélevées et les donner au Lévi. D'après le Rama, le Rav des Ashkenazim, on peut aussi la donner à un Kohen. Pas forcément à un Lévi, mais aussi à un Kohen. Au jour d'aujourd'hui,
l'opinion du Chazon Ish est que, étant donné qu'on ne sait pas exactement qui est Lévi et qui est Cohen, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne vérifie pas exactement qui est tout un chacun. Quelqu'un dit « moi je suis Cohen, donc je dois monter à la Torah en Cohen », on le fait monter, sans aucune vérification préalable. Donc au jour d'aujourd'hui, dit le Chazon Ish, on ne sait plus très bien qui est Cohen, qui est Lévi, et donc on n'est pas obligé, on n'est pas tenu de donner ce Maaser Rishon au Cohen ou au Lévi. Beaucoup de décisionnaires ne sont pas d'accord avec le Chazon Ish et disent qu'une fois qu'on a prélevé, il faut donner au Lévi, pour les Sfaradim, ou alors à un Cohen d'après les Ashkenazim. Une fois qu'on l'a donné au Cohen ou au Lévi, ce Maaser Rishon peut être consommé par n'importe qui. Le Cohen peut le manger, le Lévi peut le manger, le Lévi peut décider de le donner ensuite à quelqu'un qui n'est ni Cohen ni Lévi. Ça veut dire que ça peut être consommé par n'importe qui, il n'y a aucune sainteté qui règne sur ces olives-là qui ont été prélevées en tant que Maaser Rishon. Une fois qu'on a prélevé le Maaser Rishon, il va falloir prélever la Troumat Maaser. Donc retenez bien les termes. Dans un premier temps, il y avait la Trouma Gdola. La Trouma Gdola, c'était la grande Trouma, littéralement. Cette grande Trouma, il n'y avait aucune quantité. Même un tout petit quelque chose, ça suffit. Et ça, on doit le mettre dans un sachet et le jeter à la poubelle. Ensuite, il y a le Maaser Rishon, ce dont on a déjà parlé, à savoir prélever 1/10 de toute la quantité. Et d'après le Chazon Ish, une fois qu'on l'a prélevé, on peut ensuite la conserver pour soi-même. Bien qu'on n'ait ni Cohen ni Lévi, on pourra la manger soi-même. D'après d'autres décisionnaires, on va devoir donner cette quantité-là à un Cohen ou à un Lévi, selon qu'on est Sfarad ou Ashkenaz. Quand on a prélevé ce 10e-là, qui s'appelle le Maaser Rishon, et qu'on l'a donné au Lévi ou au Cohen, ou alors qu'on l'a gardé pour soi-même, de ce 10e-là, il va falloir prélever un autre 10e, à savoir 1/100 de ce que j'avais au départ. C'est clair. Donc, au début, j'avais 20 kilos. J'ai retiré un tout petit quelque chose, ça c'était la Trouma Gdola. Ensuite, en tant que Maaser Rishon, j'ai dû prélever 1/10 de 20 kilos, à savoir 2 kilos. Ensuite, de ces 2 kilos-là qu'on a prélevés, il va falloir prélever un autre Maaser, un autre 10e. Ce 10e-là, il s'appelle Troumat Maaser. Cette Troumat Maaser-là, à nouveau, c'est quelque chose qui est sacré. C'est quelque chose donc qu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a le droit de consommer, ni le Cohen, ni le Lévi, ni le Israël. Et donc, cette quantité-là, qui est le 100e de ce que j'avais au tout début, à savoir le 10e du 10e, à nouveau, cela on le prend, on le met dans un sachet, et puis ensuite on le jette à la poubelle. Ça c'est en ce qui concerne la Troumat Maaser. En dehors de cela, il y a encore 2 autres Maasrot qu'il va falloir prélever. À savoir soit le Maaser Sheni, soit le Maaser Ani. Et ça va dépendre des années où on se trouve. La première année, après la Shemitah, après l'année où on était en Jachère, la première année, la deuxième année, la 4e année et la 5e année, on va devoir prélever le Maaser Sheni. La 3e année et la 6e année, on va devoir prélever le Maaser Ani. C'est comme ça que la Torah écrit. Donc, tous les premiers Maasrot dont on a parlé, ça c'est valable pendant toutes les années. Toutes les années, on doit prélever la Trouma Gdola. Toutes les années, on doit prélever le Maaser Rishon. Toutes les années, on doit prélever le Maaser du Maaser Rishon, à savoir 1/100. Dès qu'on a déjà procédé à tous ces prélèvements, on va devoir se poser la question, quelle année on se trouve? L'année d'après la Shemitah, par exemple, la première année, on doit procéder qu'au Maaser Ani, qu'au Maaser Sheni, excusez-moi, et pas au Maaser Ani. La deuxième année, à nouveau, on va devoir procéder au Maaser Sheni et non pas au Maaser Ani. La troisième année, il n'y a pas de Maaser Sheni. Le Maaser qu'on va prélever, c'est un Maaser qui appartient aux pauvres et qu'on va devoir donner à un pauvre. La 4e année, on ne doit pas donner aux pauvres, on doit procéder au prélèvement du Maaser Sheni. La 5e année, à nouveau, on ne donne rien aux pauvres, Maaser Sheni. Et la 6e année, on procède au Maaser qu'on va donner aux pauvres. Donc, si on résume,
en dehors de la 3e année et la 6e année, où on va devoir prélever à nouveau un dixième et le donner aux pauvres, les autres années, à savoir la 1re, la 2e, la 4e et la 5e, on va devoir procéder au Maaser Sheni. En un mot, en quoi consiste le Maaser Sheni et en quoi consiste le Maaser Ani? Une fois que j'ai mes olives face à moi, que j'ai déjà procédé à tous les prélèvements dont on a parlé, et qu'il me reste donc la quantité d'olives présente, actuelle, je vais devoir prélever à nouveau un dixième de cette quantité-là. Ce dixième-là, les années où il va falloir donner le Maaser Sheni, à savoir la 1re, la 2e, la 4e et la 5e année, à ce moment-là, ce Maaser Sheni, il va, à l'époque où on avait le Beth Amikdash, on devait prendre tous ces fruits-là et aller les consommer à Jérusalem, dans la muraille de Jérusalem. Ça veut dire dans la partie qui se trouvait entourée de la muraille. Ça, c'était à l'époque où il y avait le Beth Amikdash. Au jour d'aujourd'hui, où malheureusement, on n'a toujours pas le Beth Amikdash, ce qu'on fait, c'est que ce Maaser Sheni qu'on a prélevé, donc ce dixième, on va prendre toute la sainteté qui règne sur ces fruits et on va la transférer sur une pièce. On expliquera, ne vous inquiétez pas, dans tous les détails, comment ça fonctionne, quelle pièce exactement, qu'est-ce qu'on fait ensuite avec cette pièce. Mais en tous les cas, en un mot, lorsque je vais prélever un dixième des fruits qui se trouvent face à moi à présent, les années où il va falloir donner le Maaser Sheni, ces fruits-là, je vais pouvoir les conserver pour moi, je vais pouvoir les consommer ensuite, je ne vais pas avoir besoin de les jeter à la poubelle, je ne vais pas avoir besoin de les donner à quiconque. Simplement, avant de pouvoir les consommer, je vais devoir prendre toute la sainteté qui règne sur ces fruits et la faire transférer sur une pièce. Ça, c'est le Maaser Sheni. Les années où le Maaser Sheni n'est pas en vigueur, mais le Maaser Ani est en vigueur, à savoir la 3e année et la 6e année, il n'y a pas besoin de pièce. La pièce, c'est juste concernant le Maaser Sheni. Par contre, il va falloir prélever un dixième de la quantité restante, et ce dixième-là, il va falloir le donner à un pauvre. On rentrera dans tous les détails, les prochains cours, qui est considéré comme étant pauvre, de quelle façon exactement on doit lui donner. Donc ça, c'était ce qui concerne le Maaser Sheni, et c'était ce qui concerne le Maaser Ani. Donc on a là bien expliqué tous les types de Maasrot. Je répète à nouveau parce que je sais que c'est assez compliqué, c'est des idées nouvelles pour certaines personnes, et donc il faut bien qu'elles soient toutes claires. Au début, j'avais face à moi une quantité précise de fruits sur lesquels il va falloir prélever le Maaser. Comment on procède? Dans un premier temps, on prélève la Trouma Gdola. La Trouma Gdola, c'est une toute petite quantité, infinitésimale. Cette Trouma Gdola, en principe, elle aurait dû appartenir au Kohen, mais au jour d'aujourd'hui, où les Kohanim ne peuvent pas la consommer, on la prend, on la met dans un sachet, on la jette à la poubelle. Ensuite, une fois qu'il n'y a plus cette demi-olive, là, cette petite quantité, je regarde ce qui reste face à moi. Dans ce qui reste face à moi, je prélève un dixième, et ce dixième-là s'appelle le Maaser Rishon. Le Maaser Rishon, logiquement, on devrait le donner à un Lévi, d'après les Sfaradim. On pourrait aussi le donner à un Kohen, d'après les Ashkenazim. L'opinion du Chazon Ish, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, étant donné qu'on ne sait plus tellement qui est Kohen, qui est Lévi, qu'on fait confiance un petit peu à tout le monde, donc ce n'est pas la peine de le donner ni au Kohen, ni au Lévi, on peut le garder pour soi. Mais malgré tout, il faut procéder à son prélèvement. Il faut dire telle quantité s'appelle Maaser Rishon, et donc je l'appelle Maaser Rishon, je lui donne le nom et le statut du Maaser Rishon, mais ensuite, bien qu'il est devenu Maaser Rishon, j'ai le droit de le consommer. De ce Maaser Rishon-là, donc de ce dixième des fruits que j'ai face à moi, il va falloir que je prélève un autre dixième, qui s'appelle la Troumat Maaser. Ce dixième-là du dixième, ça veut dire le centième de ce que j'ai face à moi. Ça, je n'ai pas le droit de le consommer. Je dois le mettre dans un sachet et le jeter gentiment à la poubelle. Ensuite, lorsque il va me rester la quantité qui va me rester, il va falloir que je procède soit au Maaser Sheni, soit au Maaser Ani, le Maaser qu'on donne aux pauvres. Ça va dépendre de l'année durant laquelle on se trouve. La première année, la deuxième année, la 4e année et la 5e année, on procède au Maaser Sheni.
Le maaser sheni, ça consiste à prélever 1/10 de la quantité qui va me rester à présent, après avoir déjà procédé aux autres maasrot. Et cette quantité-là, il va y avoir une certaine sainteté qui va régner dessus. Et pour pouvoir consommer ces fruits sur lesquels il y a cette sainteté qui règne, ce ne sera possible qu'une fois que j'aurai pris cette sainteté, que je l'aurai transférée par la parole sur une pièce. Une fois que cette sainteté règne sur la pièce est devenue, elle, sainte, entre guillemets, et les fruits et légumes qui étaient concernés par Maaser Sheni, j'ai le droit de les consommer, que je sois Cohen, Lévi, Israël, ça ne change rien du tout. La 3e année et la 6e année, je n'ai pas besoin de procéder au prélèvement du 10e et de transférer la sainteté sur une pièce. Par contre, je fais quelque chose de plus simple, ou de moins simple, c'est que je prends le 10e des fruits que j'ai face à moi, une fois que j'ai déjà procédé à tous les autres maasrot, et je dois la donner à un pauvre. Voilà, j'espère que ces idées sont bien claires pour qu'on puisse ensuite continuer la prochaine fois. La prochaine fois, on va vraiment se lancer dans la récitation du texte en expliquant bien, fort de tous ces principes, comment ça doit fonctionner. Et dans un prochain cours, Bezrat Hashem, on rentrera vraiment dans les détails. De tous les détails de Trouma Gdola, toutes les halachot qui concernent Trouma Gdola, toutes les halachot qui concernent Trouma Maaser, toutes les halachot qui concernent Maaser Rishon, toutes les halachot qui concernent Maaser Sheni, et toutes les halachot en détail qui concernent le Maaser Ani. Juste quelques points d'introduction avant qu'on puisse procéder au prélèvement à proprement parler. Premier point important, on l'a déjà dit mais je le répète, pour qu'on puisse procéder au prélèvement de Trumot ou Maasrot, il faut qu'on comprenne exactement comment ça fonctionne. Là, grâce à ce cours, vous allez vraiment bien comprendre. C'est quoi Trouma Gdola, c'est quoi Troumat Maaser, qu'est-ce que je dois exactement prélever, qu'est-ce que je ne dois pas prélever, qu'est-ce que j'ai le droit de manger. Le Chazon Ish dit qu'une personne qui ne se souvient pas exactement du texte qu'il va falloir réciter, elle ne se souvient pas très bien. Dit le Chazon Ish, si cette personne-là sait que le texte se trouve chez elle à la maison, dans un livre de prière par exemple, dans un siddur, dit le Chazon Ish, on peut très bien procéder au prélèvement en disant, voilà, tout le texte que j'aurais dû réciter, il est écrit chez moi à la maison, donc c'est comme si je l'avais récité. Le Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, le Rav Tzvi Bessar Frank ne sont pas d'accord avec le Chazon Ish. Et ils disent que non, il faut vraiment réciter le texte, il faut vraiment détailler les étapes du prélèvement. Et donc si je ne connais pas le texte par cœur, et si je ne me rappelle plus exactement comment ça fonctionne, eh ben, il faut attendre d'avoir le texte face à soi, d'avoir ce cours-là en tête et en mémoire, pour pouvoir procéder au Trumot ou Maasrot. Le Chazon Ish explique aussi et dit qu'avant de procéder au prélèvement, c'est bien de penser, voire même de dire, que j'ai l'intention de procéder au prélèvement de la façon la meilleure. Ça veut dire s'il y a quelques détails qui m'ont échappé, s'il y a des choses que je n'ai pas très bien compris, peu importe, j'ai l'intention de le faire selon l'institution de nos maîtres et selon les commandements de la Torah. Comme ça, même s'il y a certaines choses qui ne sont pas extrêmement précises, que je n'ai pas fait exactement comme il fallait, dans la mesure où au moins j'ai dit que je souhaitais faire tout en accord avec la Torah, c'est la façon la meilleure pour pouvoir y procéder. Si jamais je vais devoir procéder au prélèvement de Trumot ou Maasrot sur des fruits dont il n'y a encore aucun prélèvement qui a été fait, j'ai pris les fruits de mon jardin et je sais que ces fruits-là, c'est vraiment des fruits qui sont considérés comme étant Tevel. Tevel, ça veut dire des fruits dont je suis sûr et certain qu'il n'y a jamais aucun prélèvement qui a été effectué. Là, avant de procéder au prélèvement à proprement parler, je vais devoir réciter la bracha. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, maître de l'univers, Asher kideshanu mitzvotav et tzivanu, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, leafrish trumot ou maasrot, et qui nous a donné l'ordre de prélever les trumot ou maasrot. Donc c'est une bénédiction qu'il faut vraiment réciter comme il faut. Si jamais il y a des fruits que j'ai face à moi ou des légumes dont j'ai un doute, je ne sais pas si ça a déjà été prélevé ou pas, j'ai un véritable doute. J'ai acheté dans un endroit par exemple où je ne sais pas s'ils ont fait vraiment attention au prélèvement ou pas. Dans ce cas-là, il va falloir procéder au prélèvement des trumot ou maasrot, simplement sans réciter de bénédiction. Pourquoi ? Étant donné que
peut-être que ces fruits sont déjà exemptés de cette mitzvah, parce que la mitzvah a déjà été accomplie. Il faut donc réciter tout ce texte-là, mais sans réciter de bénédiction. Dans le même ordre d'idée, si les fruits que j'ai face à moi, je suis certain qu'il n'y a encore aucun prélèvement qui a été fait, imaginons que je me trouve la première, la deuxième, la quatrième ou la cinquième année. Au moment où je vais procéder au prélèvement du Maaser Sheni, et au moment où je vais devoir transférer la sainteté qui se trouve dans ces fruits sur une pièce, avant de procéder à ce transfert, il va falloir à nouveau réciter la bénédiction. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, al pidyon Maaser Sheni. Ça veut dire quoi? Béni sois-tu Hashem, etc., qui nous a donné l'ordre de racheter le Maaser Sheni, de transférer la sainteté du Maaser Sheni sur une pièce. Si jamais j'ai un doute, peut-être que ces fruits ont déjà été l'objet d'un prélèvement. Étant donné que j'ai un doute, je dois effectivement faire transférer la sainteté éventuelle sur une pièce, mais je ne pourrai pas réciter la bénédiction. Un dernier tout petit point, il y a encore une autre mitzvah qui s'appelle le Netar Revaï. Lorsqu'il y a un arbre que j'ai planté il y a 4 ans, donc pendant les 3 premières années, il y a les lois de Orla qui sont en vigueur, on n'a pas le droit de consommer les fruits d'un arbre fruitier les 3 premières années, à partir du moment où il a été planté. Simplement, la 4e année, on a le droit de consommer les fruits, mais il s'appelle Netar Revaï. C'est-à-dire que pour pouvoir les consommer, il va falloir à nouveau transférer la sainteté qui règne sur ces fruits sur à nouveau une pièce. Donc au moment où j'ai des fruits face à moi, si jamais je sais que ces fruits-là proviennent de la 4e année, au moment où je vais prélever les Trumot ou Maasrot, je vais aussi devoir faire passer la sainteté de ces fruits sur la pièce. Voilà, si toutes ces données sont claires, on va pouvoir la prochaine fois se lancer de plein pied dans le prélèvement et expliquer exactement, fort de toutes ces données, comment le prélèvement fonctionne. Un tout dernier point, une personne qui n'a encore jamais eu le mérite de procéder à l'accomplissement des Trumot ou Maasrot, doit-elle réciter la bénédiction de Shechianu ou pas? Dans la Tosefta, il est écrit que oui, c'est une mitzvah que j'accomplis, je suis super joyeux, je vois des nouveaux fruits qui ont poussé dans mon champ, et ça me réjouit énormément. Donc il faut réciter la bénédiction de Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shechianu vekiemanu vegianu lazmanazeh, qui m'a permis de vivre jusqu'au jour d'aujourd'hui, où j'ai le mérite de procéder à cette mitzvah fabuleuse des Trumot ou Maasrot. Simplement, de nombreux décisionnaires, la plupart des décisionnaires disent qu'il ne faut pas réciter. Pourquoi? Dans quelle mesure on doit réciter la bénédiction de Shechianu? Dans la mesure où c'est une mitzvah qui ne vient que de temps à autre. Une mitzvah qu'on accomplit qu'une fois par an, par exemple, sur cette mitzvah-là, il faut réciter la bénédiction. Mais une mitzvah que je peux potentiellement accomplir tous les jours, même si au jour d'aujourd'hui c'est la première fois de ma vie que je l'accomplis, peu importe. Ce n'est pas une mitzvah qui est concernée par la bénédiction de Shechianu. Un petit peu comme les tefilines. Une personne qui met pour la première fois de sa vie des tefilines. Ou une personne qui procède la première fois de sa vie à la mitzvah de Kisui Adam. Au moment où on a égorgé une bête, où on a procédé à l'abattage rituel, la shrita. Après, lorsqu'il y a du sang qui a coulé, il faut procéder, dans certains cas, au Kisui Adam. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un poulet, il faut ensuite recouvrir le sang avec de la poussière, avec de la terre. Une personne qui vient accomplir cette mitzvah pour la première fois de sa vie. Le Rama dit, le Rav des Ashkenazim, qu'il faut réciter la bénédiction. Sur ça, la plupart des décisionnaires, dont le Shach, écrivent que c'est pas vrai. Cette mitzvah-là, potentiellement, je peux l'accomplir tous les jours. C'est pas que c'est une mitzvah qui se présente à moi une fois par an, comme la Megillah, comme le Shofar, etc. C'est une mitzvah que j'accomplis tous les jours, que je peux accomplir tous les jours. Les téphilines, les phylactères, tous les jours je vais les mettre. Donc sur une telle mitzvah, on ne récite pas Shechianu. De la même façon, une femme qui va se tremper au mikvé pour la première fois de sa vie, elle va bientôt se marier. C'est la première fois de sa vie qu'elle a le mérite de se purifier. Doit-elle réciter la bénédiction de Shechianu? La conclusion de la plupart des décisionnaires, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Chaim Kanievski, tous les autres décisionnaires écrivent qu'il ne faut pas réciter la bénédiction de Shechianu. Voilà, Kol Tuv, et je suis impatient de vous retrouver pour le prochain cours où on va vraiment expliquer comment on procède au Trumot ou Maasrot. Kol Tuv et à très bientôt.